Alors maintenant, je vous propose d'aller directement à la session des tumeurs de l'ésophage et de la jonction ésogastrique. Et j'appelle Denis Collet, le modérateur, qui est le responsable de l'organisation de cette séance et qui va en assurer la modération. Et il va commencer par une présentation. Alors, Denis Collet, Christophe Mariette, Bernard Meunier. Ils vont nous parler de l'évolution des résultats de la chirurgie pour le traitement des cancers de l'ésophage au cours des 30 dernières années. Résultats comparés de 2 études de l'AFC. Et avec ma permission, je ferai la lecture des commentaires que j'avais demandé à Jacques Beaulieu, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, mais qui, vous savez, a beaucoup contribué au premier rapport avec Henri Richelme concernant cette pathologie, auquel il va être fait référence, et ça prendra quelques instants. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'organiser cette réunion. Et je vais vous expliquer juste comment est construit ce programme. Grosso modo, c'est d'où on vient, où l'on est, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Alors d'où on vient, c'est l'analyse que je vous propose maintenant, comparant l'évolution des résultats à court et long terme sur les 30 dernières années. Où l'on est, c'est l'état actuel, notamment des innovations concernant toute la partie chirurgicale, endoscopique et non chirurgicale, qui joue un rôle extrêmement important pour les succès de cette chirurgie. Et puis où l'on va, c'est les voies de la recherche que nous décrira tout à l'heure Christophe Mariette. Au passage, je remercie l'ensemble des orateurs d'avoir accepté de venir participer à cette session. Donc voilà, je vous propose une comparaison des résultats des rapports de l'AFC qui seront pratiquement à 30 ans d'intervalle sur le cancer de l'œsophage, publié en 1986 par Jacques Beaulieu et Henri Richelme, et puis 2013 par Bernard Meunier, Christophe Mariette et moi-même. 30 ans, c'est à peu près la durée d'une carrière chirurgicale. Donc vous allez voir que les choses ont énormément changé. La première chose, c'est que ces études étaient numériquement, ce sont des études rétrospectives, selon les principes de l'AFC, multicentriques, tous les participants, tous les membres de l'AFC peuvent y participer, ce qui introduit de fait une certaine hétérogénéité et ce qui permet d'avoir un aperçu global sur la question à un instant T. Ces deux études sont numériquement comparables, puisqu'on groupe environ 3000 patients en 1986 et en 2013. Et la première chose qui est importante, c'est de voir que le cancer de l'œsophage, qui en 1986 était essentiellement épidermoïde, n'est le plus que pour moins de la moitié des cas. Et l'adénocarcinome, qui était une partie assez confidentielle des cancers de l'œsophage et de la jonction gastrique, est maintenant prépondérant. Il y a bien évidemment quelques histologies exceptionnelles. Donc, la première corollaire, c'est que le site de la tumeur s'est abaissé, a migré vers le bas, puisque les tumeurs en 1986 étaient essentiellement du tiers moyen et du tiers inférieur, et qu'elles sont déplacées un peu au tiers moyen, mais surtout vers le tiers inférieur et vers la jonction œsogastrique. On y reviendra tout à l'heure, mais ça a une grosse conséquence sur le plan chirurgical, puisqu'on est à distance des structures nobles, en particulier respiratoires, et que les problèmes relatifs à l'envahissement trachéal ou l'envahissement bronchique se posent de moins en moins fréquemment. Et voici ici, sous forme graphique, la migration du site tumoral. Ceci est corrélé à une réalité épidémiologique, puisque durant la même période, sur les 20 ou 25 ans derniers, on a vu l'incidence de l'adénocarcinome et de la jonction œsogastrique multipliée par 7, et on assiste actuellement à une véritable épidémie d'adénocarcinome de l'œsophage et de la jonction œsogastrique dont on parle moins commentés que les cancers colorectaux, mais qui sont une réalité extrêmement importante. Et j'ai mis cette diapositive parce que sur cette photo, ceux qui ont peut-être plus familiers reconnaissent ici une fondoplicature. Ça, c'est quelqu'un qui avait eu un cancer de l'œsophage, développé sur un adénocarcinome, sur reflux gastro-œsophagien, malgré une correction chirurgicale de son reflux. Et donc, cette augmentation de l'adénocarcinome est probablement la conséquence d'une augmentation également de l'incidence du reflux gastro-œsophagien
et le traitement du reflux, qu'il soit médical ou chirurgical, ne protège pas définitivement contre la dégénérescence de l'endobrachie-œsophage. Alors maintenant, on ne parlera plus que des résections œsophagiennes, puisque dans le rapport de 86, il y avait une partie de résection et une partie de palliatif. Donc on ne s'intéresse plus on compare les résections de 86 et de 93. On pourrait penser qu'au cours de cet intervalle de temps, les progrès du dépistage, les progrès de l'analyse systématique ont permis d'augmenter significativement le taux de tumeurs débutantes ou locales. Alors bien sûr, les tumeurs in situ sont passées de 4% à 12 ou 13%, mais finalement ce n'est pas énorme. Et on trouve encore un lot très important de tumeurs avancées, T3 ou T4, et même ici, on observe davantage de stade 4 dans le rapport de 2013 comparé au rapport de 86, et c'est probablement la conséquence de l'efficacité des traitements néoadjuvants qui ont permis de rendre opérables des patients qui n'étaient pas initialement. En 86, au point de vue stratégie thérapeutique, la chirurgie palliative concernait 11% des patients de l'étude. Il y avait peu ou pas de traitement néoadjuvant et encore moins de discussions multidisciplinaires, au moins telles qu'elles sont institutionnalisées actuellement. En 2013, la chirurgie n'est plus réalisée que dans un but uniquement curatif. Les traitements néoadjuvants dans le rapport de 2013 concernaient près de la moitié des patients, soit par chimio, soit par radiochimiothérapie. Et de façon réglementaire maintenant, suite aux recommandations de l'INCa, il n'y a pas un patient traité d'un cancer de l'œsophage dont le dossier ne soit pas préalablement analysé et discuté en staff multidisciplinaire. Quant au traitement de la dysphagie, maintenant, il est réalisé uniquement par les endoprothèses. Pour les types de résection, les choses n'ont pas tellement changé. L'intervention de Lewis Santi, l'œsophagectomie par double voie, abdominale et thoracique, reste la majorité, 63% en 86 et les 3/4 grosso modo en 74. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que l'intervention de Sweet, qui était réalisée dans une quinzaine de % des cas en 86, a totalement disparu. C'est l'œsogastrectomie polaire supérieure par thoracophronotomie gauche, qui est en fait une intervention qui n'est pas excellente, puisque d'une part, il y a une augmentation, il y a un nombre de marges positives qui est significativement élevé par rapport à une œsophagectomie plus étendue. Et deuxièmement, elle entraîne des séquelles fonctionnelles importantes avec un reflux gastro-œsophagien qui peut être extrêmement invalidant et d'autant plus qu'il est difficile à traiter. Les voies transhiatales qui en 86 étaient débutantes n'ont pas beaucoup pris, du moins en France, d'importance puisqu'ils concernent pratiquement 10% des patients opérés simplement. L'abord mini-invasif n'existait pas en 86. Il s'est développé dans l'intervalle. Il a commencé surtout à se développer dans les années 95-2000. Mais dans l'AFC, en 2013, eh bien, dans cette étude, malgré toutes les recommandations qui n'étaient pas encore valides sur cet intervalle, la laparoscopie n'était réalisée que dans 15% des résections et la thoracoscopie également de façon très confidentielle. Donc il y a très certainement un progrès à accomplir sur la diffusion et la pratique de ces techniques mini-invasives. À mon avis, un des chiffres les plus importants est celui-ci, c'est la réduction radicale de la mortalité post-opératoire qui est passée de 17 à 7%. Alors on pourrait dire 7% de mortalité, c'est encore excessif. De fait, c'est encore excessif, et si on le compare à la mortalité de la DPC ou des hépatectomies droites, qui sont les deux grosses interventions de chirurgie digestive, eh bien, la mortalité de ces 7% sont supérieurs à ces interventions. Cependant, ces 7%, c'est les résultats obtenus sur des études multicentriques avec des centres de petits et de gros débits, et on verra à la fin que l'un des progrès est très certainement de concentrer cette chirurgie dans des centres de haut volume, avec une réduction significative de la mortalité et de la morbidité. Difficile de comparer la morbidité post-opératoire. En 86, elle était estimée à 27%, un quart grosso modo, et 51%, mais en fait, elle n'était pas comptabilisée de la même manière, puisque
En 2013, elle a été évaluée avec la classification de Dindo et Clavien et comprend des situations qui, initialement, n'étaient pas considérées comme des complications en 86. L'un des points faibles de cette chirurgie, c'est la fistule anastomotique avec la contamination des espaces médiastinaux par du liquide digestif. L'incidence des fistules post-opératoires n'a pas significativement évolué au cours des 30 dernières années, puisqu'elles sont environ de 12%, toute intervention confondue. Et en particulier, la diffusion des techniques d'anastomose mécanique par agrafage n'a pas abaissé le taux de fistules post-opératoires. En revanche, la mortalité des fistules post-opératoires a diminué de moitié, et je pense que c'est une des conséquences de l'amélioration de l'impact des soins non chirurgicaux, des soins péri- et post-opératoires de ces complications. Alors pour comparer ce qui est comparable, j'ai repris uniquement les fistules après Lewis, parce que là, dans la diapositive, on mettait les fistules au cou ou les fistules intrathoraciques. Eh bien, les fistules après Lewis sont exactement de la même incidence, peut-être un peu plus fréquente en 2013 qu'en 1986, avec là encore un taux de mortalité qui est bien plus faible. L'incidence du chylothorax est une deuxième complication, moins fréquente, mais certainement aussi assez grave. L'incidence du chylothorax a augmenté, puisqu'il est passé, il a été multiplié par 4 au cours des deux rapports. Et je pense qu'il faut le voir comme la conséquence d'une lymphadenectomie, d'une médiastinectomie certainement plus agressive, puisque maintenant elle passe au ras de l'aorte de la zygos en emmenant tout le médiastin postérieur. Et la mortalité du chylothorax, qui était de 28%, donc c'est une complication grave et c'est une complication sévère, a été annulée dans le rapport de 2013, et c'est probablement dû au fait, d'une part, d'une détection plus précoce, d'autre part, de réintervention plus précoce, puisque maintenant, en fonction du débit de fistule, on est capable de prendre une décision, et puis probablement aussi de l'avènement de nouvelles techniques par voie mini-invasive, de ponction, de sclérose du canal thoracique, qui sont par la voie non chirurgicale. Autre complication qui est grave, c'est la pneumopathie. Alors la radiographie ici est éloquente et elle parle d'elle-même. Eh bien, l'incidence des pneumopathies, difficile de savoir si elle était réellement doublée, parce que je pense qu'elle n'était pas comptée exactement de la même façon. En revanche, ce qui est important, c'est que la mortalité des pneumopathies post-opératoires après œsophagectomie, là encore, a diminué de moitié. Pour ce qui concerne les résultats à long terme, eh bien, on observe une augmentation très significative du taux de survie globale, qui est premièrement la conséquence de la réduction de la mortalité post-opératoire à 1 mois, mais aussi de l'efficacité des traitements oncologiques, puisque tout stade confondu, la mortalité globale est passée de 18%, 18,8% à 40% en 2013. Et ceci, c'est vrai, quel que soit le stade de la tumeur. Tous les stades ont bénéficié de cette amélioration de l'impact des traitements oncologiques de ces tumeurs. Par exemple, le stade 3, dont on peut estimer que la survie à 5 ans était inférieure à 10%, 4 ou 5% ici, et à une survie ici de 25% en 2013, et c'est vrai pour les tumeurs beaucoup plus précoces, T2 ou T1. Ça vient du fait, est-ce que la radicalité de la chirurgie a été améliorée? Pas significativement, puisqu'en 86, il y avait 5,6% de marge positive, elles étaient 8,4% en 2013. Mais la survie médiane des résections R1, donc qui sont oncologiquement non satisfaisantes, la survie médiane a augmenté, et la survie médiane des résections R0 a plus que doublé. Alors j'ai 4 commentaires à faire, qui sont un petit peu la synthèse de ce qu'on vient de dire. C'est qu'en 27 ans, l'épidémiologie des cancers de l'œsophage a complètement changé. Plus d'adénocarcinomes, plus de tumeurs du stade. Donc, moins de comorbidités liées à la double intoxication alcoolo-tabagique, moins de problèmes de bronchite chronique, de décompensation hépatique, moins de problèmes d'envahissement respiratoire, puisque la tumeur se développe dans une zone qui est chirurgicalement relativement safe, sûre, à distance de l'arbre respiratoire, et les envahissements aortiques
sont au final relativement exceptionnelles. On peut se poser la question de savoir si le dépistage a été réellement efficace, puisqu'on a seulement 10% de tumeurs in situ dans le rapport 2013. Il y a certainement des progrès à faire sur le dépistage systématique des tumeurs précoces et surtout sur le screening ou l'amélioration de l'analyse de l'endobrachyésophage par nos collègues gastro-entérologues. Et puis également, des choses qu'on commence à voir apparaître maintenant, c'est l'apparition des cancers radio-induits. On ne dit pas radio-induits, mais on dit cancer en zone irradiée, pour ne choquer personne. Ce sont tous ces cancers qui se développent dans des champs d'irradiation, et on en voit de plus en plus maintenant chez des femmes qui ont été traitées d'un cancer du sein. Donc là, il y a encore, peut-être il y a un dépistage à envisager. Troisième commentaire, c'est sûr, je pense que c'est le résultat le plus important. La chirurgie est plus sûre, il y a une mortalité qui a été diminuée par 2 ou par 3 environ. Ça vient d'une part d'une meilleure sélection des patients, probablement également d'une amélioration de la chirurgie qui est plus standardisée, qui a bénéficié des apports mini-invasifs, Nicolas Carrère nous en parlera tout à l'heure, et puis qui a tendance à se regrouper dans des centres spécialisés de haut débit. Quand on analyse les résultats de façon multicentrique, analyse multivariée, eh bien, le taux d'activité des centres ressort comme un facteur pronostique à court terme et à long terme. Mais en fait, l'amélioration des résultats à court et long terme ne relève pas que des thérapeutiques, l'amélioration des thérapeutiques chirurgicales. Et Catherine Fleureau nous en parlera. Il a également la conséquence de l'amélioration des soins périopératoires, l'anesthésie, les méthodes d'analgésie, notamment péridurale, la réanimation post-opératoire, en particulier respiratoire, et tous les processus de réhabilitation précoce ou rapide ou accélérée, comme on voudra, qui commencent à trouver leur validité pour la chirurgie de l'œsophage. Dernier commentaire concerne l'amélioration sur le plan oncologique, puisque la survie globale a doublé en 27 ans. On a vu que ce n'est pas que la conséquence de la mortalité post-opératoire, mais c'est la conséquence de l'amélioration de la prise en charge préopératoire et post-opératoire. Certes, on a des traitements non chirurgicaux, chimio ou radiochimio qui sont plus efficaces. On a moins d'effets secondaires. On a maintenant, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si un traitement néoadjuvant obérerait le résultat de la chirurgie à court terme. Ce n'est pas vrai. On a maintenant surtout beaucoup de publications, de travaux qui nous fournissent des preuves de niveau A pour avoir des indications qui sont très sélectionnées pour ces traitements néoadjuvants. Et tout ça et tout ceci est la conséquence d'une meilleure coopération entre chirurgiens, oncologues, gastro-entérologues et radiologues, bref, tout ce qu'on fait en staff multidisciplinaire. Alors, qu'est-ce qui peut, sans déflorer les chapitres suivants, qu'est-ce qui peut se passer pour les 30 prochaines années? Je pense qu'il faut insister sur le dépistage des formes précoces. Pour ce qui nous concerne plus proche, c'est l'amélioration de la chirurgie, le développement des techniques mini-invasives, la place de la thoracoscopie. Qu'en est-il du robot? C'est encore discuté. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de preuves de niveau évidentes. Et puis, le développement de la réhabilitation rapide. Sur le plan oncologique, un des gros problèmes reste la prédiction de la réponse au traitement néoadjuvant. Et je vous ai mis ici les résultats qui sont dans notre équipe. Après traitement néoadjuvant, on obtient chez nous 15% des réponses complètes, 44% des réponses partielles et 41% d'absence de réponse. Est-ce que ces patients qui n'ont pas eu de réponse au traitement néoadjuvant ont réellement une perte de chance en recevant un traitement qui n'a pas été efficace et leur a fait perdre du temps sur le plan thérapeutique? Je n'en sais rien. N'empêche que la prédiction de la réponse au traitement adjuvant est très probablement un facteur d'amélioration future. Et puis, puisque la survie à long terme s'améliore, s'augmente, il faut quand même qu'on s'intéresse maintenant à la qualité de vie après la chirurgie. Et les gros problèmes, ils sont sinon gros, du moins ils sont réguliers, sont les questions des problèmes de vidange gastrique et le contrôle du reflux gastro-œsophagien post-opératoire qui obère régulièrement la qualité de vie. Alors, je vous remercie. Merci Denis. Je vais prendre ta place juste pour faire la lecture selon Saint Jacques Beaulieu, qui m'a chargé de vous lire ses commentaires à partir de la communication de Denis Collet et de ses deux collègues. Alors, l'idée de comparer deux séries multicentriques et rétrospectives d'exérèse de cancer de l'œsophage espacées de 27 ans
pourrait a priori paraître scientifiquement discutable. Cependant, le fait qu'elles aient intéressé toutes deux plus de 2000 patients, vous l'avez vu, et que les méthodes chirurgicales soient pratiquement restées les mêmes, rend la comparaison intéressante. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le travail effectué depuis 1986 par Henri Richelme et moi-même, Jacques Beaulieu? La mortalité post-opératoire a chuté, elle est passée de 17% à 7,4%. Pourtant, le taux de fistule anastomotique est resté le même. C'est leur diagnostic, vous l'avez bien compris, et surtout leur prise en charge par endoscopie interventionnelle, en particulier les prothèses, qui a progressé. La survie globale est passée de 18,8% à 40%. C'est impressionnant. Mais en 1986, aucun patient n'avait bénéficié d'un traitement néoadjuvant. L'imagerie a fait d'énormes progrès en 30 ans. En 1986, l'écho-endoscopie était balbutiante. L'enthousiasme admiratif que l'on pourrait avoir à la première lecture des résultats de la série récente doit cependant être modéré par deux constatations. Premièrement, les cancers épidermoïdes ont très nettement diminué et sont largement remplacés par les adénocarcinomes, qui sont le plus souvent localisés dans la partie inférieure de l'œsophage, conduisant à des exérèses certainement plus faciles et moins risquées. De ce fait, on constate que l'intoxication alcoolo-tabagique et son cortège de comorbidités associées a diminué. Cela peut certainement expliquer, en association avec les progrès de l'anesthésie-réanimation, l'amélioration des suites opératoires. En fait, c'est toute l'histoire naturelle du cancer de l'œsophage qui a changé. Ce n'est plus la même maladie. Alors, qu'en sera-t-il dans 30 ans? La plupart d'entre nous ne sera pas là pour le voir. Il parle en son nom. Nombreux... Non. Je ne m'engage pas là-dessus. Nombreux sont ceux qui pensent que la chirurgie traditionnelle sera remplacée par les méthodes interventionnelles. Le développement des traitements oncologiques personnalisés, optimisés, reposant sur une individualisation génique de chaque patient et de son cancer, modifiera certainement la prise en charge globale de la maladie cancéreuse. Alors rendez-vous dans 30 ans. Voilà, Denis, tu peux venir là pour répondre aux questions ou répondre aux remarques de Jacques. Mais il y a un terme qui me choque un petit peu, c'est l'admiration. Il n'y a aucune admiration. Voilà, c'est ni enthousiasme ni admiratif. C'est voilà, la photographie du cancer de l'œsophage, celle qu'il y a en 2013, et il a complètement changé. C'est plus la même maladie, comme il l'a dit, c'est plus le même patient, c'est plus le même traitement. L'impact des traitements oncologiques est beaucoup plus ciblé et presque généralisé. Donc voilà, on fait un constat. L'arrière-pensée quand même, c'est que le cancer de l'œsophage avait un pronostic extrêmement sombre, c'était un peu un arrêt de mort quand même quand on le lisait il y a un certain nombre d'années. Maintenant, on a bien compris, j'espère que vous partagez cette opinion avec moi, que c'est un combat qui est utile, que le cancer de l'œsophage, on peut en guérir régulièrement, peut-être pas encore très fréquemment, mais suffisamment régulièrement pour justifier une prise en charge qui est relativement lourde. Très bien. Donc l'enthousiasme de Jacques Beaulieu, il est quand même légendaire. Donc je pense qu'il n'a pas pu s'empêcher d'en parler. La parole, Monsieur Lobel. Oui, Lobel-Rennes. Alors mes seuls rapports avec le cancer de l'œsophage, c'était que les services d'urologie et de chirurgie digestive étaient voisins au CHU de Rennes, avec celui de Bernard Launois et de Bernard Meunier qui est ici. Et donc j'avais une vision de l'œsophage que vous nous avez exposée, qui est très intéressante. D'abord, on voit l'évolution de l'histologie. Donc c'est le rôle de l'environnement qui modifie le cancer, et ça c'est pour la première fois, là j'ai vraiment, c'est évident qu'en une génération, notre environnement change une maladie, comme le cancer de l'œsophage qui était redoutable. La deuxième chose que j'avais comme souvenir, c'est que quand on faisait un œsophage, c'était pas de la petite chirurgie. C'est-à-dire que ça durait très longtemps, que l'hospitalisation était très longue et que le coût global de la chirurgie était considérable. Et on n'a pas entendu cette vision économique de cette chirurgie qui me paraissait à l'époque une chirurgie très coûteuse qui s'adressait en particulier à des gens qui avaient beaucoup bu à l'époque. Et la troisième chose, alors, c'était que j'avais eu le sentiment qu'il y avait une diminution du nombre d'œsophagectomies. Et on a l'impression là, quand on voit vos chiffres, que finalement, sur les 30 ans, la chirurgie de l'œsophage est restée stable. C'était 3 questions.
Alors, pour le coût, effectivement, je n'ai aucun moyen pour répondre, puisque les rapports de l'ASC ne peuvent pas s'intéresser à cette question. De même que les durées de séjour, on n'a pas de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est régulièrement, elle est très réduite. La durée moyenne d'une œsophagectomie, c'est inférieur à 15 jours maintenant. C'est entre 10 et 12 jours, grosso modo, sauf complications. Donc, le coût, il s'en ressent exactement. Ensuite, la deuxième question, c'était... C'était l'évolution de l'histologie. Ah oui, l'évolution de l'histologie, d'une part, il y a la réduction de l'incidence de l'intoxication alcoolo-tabagique, avec toutes les campagnes de découragement qui sont faites, à juste titre, et qui portent leurs fruits, mais aussi, parallèlement, l'augmentation du reflux gastro-œsophagien. Ça, c'est certain. Et puis, troisièmement, c'est la concentration dans des centres de haut débit qui fait que, finalement, c'est plus une aventure maintenant. La chirurgie de l'œsophage n'est plus une aventure, et qu'opérer des gens à 80 ans, convenablement sélectionnés, ça reste tout à fait justifié. Oui, François Dubois. Monsieur Dubois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une partie de l'augmentation du nombre d'adénocarcinomes n'est pas liée au fait que vous incluez tout ce qu'on appelait autrefois les cancers du cardia et qui a été classé avec les cancers de l'œsophage? Vous avez tout à fait raison, c'est un biais, c'est un peu un biais de cette étude. Mais maintenant, les cancers du cardia, pendant très longtemps, on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'il fallait les mettre, dans l'estomac ou dans l'œsophage. Après la classification établie par Sievert à Cologne, on a vu qu'une partie des cancers du cardia pouvait intégrer les cancers de l'œsophage et à ce titre-là être entrés dans ce pool-là. Bien entendu, ça joue un peu, ça modifie un petit peu ce résultat, mais vous voyez que ça joue un peu à la marge parce que ce ne sont pas les plus fréquents. Ça répond peut-être à la question précédente à propos de l'environnement. Est-ce que l'environnement a changé quelque chose? Ça me paraît discutable. Une autre question, oui, Oui, Pierre Catan, Hôpital Saint-Louis, merci de me donner la parole. Dans l'explication de l'amélioration de la survie à long terme, vous avez parlé d'une meilleure sélection des patients à la chirurgie sur le plan de l'opérabilité. Mais qu'en est-il sur le plan carcinologique? Vous ne pensez pas que les moyens d'exploration de l'extension tumorale se sont nettement améliorés, notamment avec l'avènement du PET scan, du scanner multibarrette? Et ça n'apparaît pas dans le taux de résection R1 analysé dans les deux séries, alors qu'il y a une série américaine où ils analysaient justement 3 périodes de temps comme ça sur 30 ans et on montrait bien qu'il y avait moins de résection R1 et R2 plus récemment par rapport aux chiffres antérieurs. Mais ça n'apparaît pas là dans la comparaison. Non, ça n'apparaît pas. On n'avait pas tellement les moyens de comparer. Je n'ai pris que les données qui pouvaient faire l'objet d'une comparaison numérique. Et les R2, on ne les a pas comparés. Non, on n'a pas pris les R2 en 86, il y en avait quelques-uns. En 2013, il y en avait une petite poignée. Christophe Mariette. Merci de me donner la parole. J'ai deux François commentaires. Guéral. Pour les R1, en fait, la définition a changé avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on prenait les marges effectivement verticales. Maintenant, on prend la marge circonférentielle. Et donc, ça augmente artificiellement du coup le taux, ce qui veut dire que s'il reste stable, c'est qu'il y a une amélioration de la sélection des patients, comme tu le suggères, et de la qualité de la chirurgie. La deuxième chose, c'est que je suis un tout petit peu plus pondéré peut-être sur l'évolution de l'épidémiologie. Je vous rappelle juste que c'était une base de patients réséqués. Autrement dit, les chiffres d'incidence nationale montrent qu'effectivement l'adénocarcinome augmente de façon drastique, mais que l'épidermoïde reste stable. Pourquoi ça n'apparaît que discrètement là? C'est que beaucoup d'épidermoïdes sont partis vers des traitements alternatifs non chirurgicaux, tels que la radiochimiothérapie exclusive. Et donc, bien sûr qu'il y a un changement d'épidémiologie, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi brutal que ce qui a pu être suggéré. Clairement, il y a moins d'intoxication alcoolo-tabagique, l'adénocarcinome augmente, mais l'épidermoïde reste quand même très prévalent et plutôt moins opéré que ce qu'il était il y a 30 ans. Alors, je suis en partie d'accord avec toi, mais je pense que c'est un peu teinté de subjectivité et que le cancer œsophage de Lille n'est pas le même que celui qu'on voit à Bordeaux. Bon, il n'écoute pas. François Guéral, pour une autre question. François. Les félicitations, Denis, pour ce brillant exposé. Tu évoques dans les projets et dans les progrès potentiels l'apport de la laparoscopie ou de la thoracoscopie. Voilà. Je n'ai pas bien vu dans les chiffres l'importance que nos collègues y ont donné jusqu'à maintenant. Alors, je voudrais savoir si, est-ce que c'est la thoracoscopie elle-même qui permet l'exérèse ou les thoracotomies, les exérèses transmédiastinales qu'à un moment donné j'ai réalisées, avec des succès divers d'ailleurs, parce que les anesthésistes un jour étaient bien
bien luné pour le faire et ça se passait bien, et d'autres, ça se passait parfois moins bien. Donc voilà, ma question, elle est de est-ce qu'il y a des progrès à faire encore dans la coordination avec les anesthésistes pour cette exérèse menée par la laparoscopique, que ce soit par thoracoscopie? Alors en 2013, ces résultats ont été réalisés avant la publication de l'essai Miro, qui établit de façon indiscutable le bénéfice de la laparoscopique dans l'ésophagectomie, par la partie abdominale. On est sûr maintenant de ça, du bénéfice à court et long terme. En revanche, pour la thoracoscopie, ça reste confidentiel. Ça commence à s'y mettre. Tout le monde dans son coin commence à s'y mettre. On n'a pas trouvé jusqu'ici, quand on a pu faire la comparaison, on n'a pas pu trouver la même marge d'amélioration du passage de la parotomie vers la laparoscopie en comparant thoracotomie versus thoracoscopie. Mais peut-être qu'on manque encore de données, de standardisation, puisque tout se fait un petit peu différentes techniques. Il y a peut-être quelque chose à gagner. Mais je crois que jusqu'ici, le grand saut en avant, mais c'est le passage de la laparotomie à la laparoscopie, qui n'est pas encore complètement généralisé. Très bien. Pas d'autres questions ou commentaires? Très bien, Denis, tu vas me rejoindre pour la suite du programme.